Olivier, vous voulez commencer pour peut-être un mot plus précis sur Bo Widerberg avant de parler du film précisément, ou le film lui-même? Je pense que le film est, disons que le situer. C'est son chef-d'œuvre. C'est-à-dire que Bo Widerberg, je ne suis pas expert, etc. Mais enfin, il a été d'abord très marqué par la nouvelle vague. Il a incarné une sorte, lui et Jan Troell, comme je disais tout à l'heure, ont incarné une sorte de nouvelle vague suédoise, avec en particulier un très beau film, Le Quartier du Corbeau, qu'on verra, j'imagine, à la rétrospective. Mais enfin, et puis, d'une certaine façon, il y a eu une évolution dans son travail, où il est passé d'abord du noir et blanc à la couleur, et pas n'importe quelle couleur, enfin, c'est-à-dire où il y a une présence de la nature, une présence de l'été, de la belle saison, qui est brève et essentiel dans le monde scandinave. Et puis, il a réalisé, à mon sens, consécutivement trois films extraordinaires, Elvira Madigan, Adalen 31, qu'on a vu ce soir, et Joe Hill, qui sont vraiment le sommet de son œuvre. Donc 67, 69, 71. Voilà. Et par la suite, il a fait d'autres films. Il y en a un que j'aime particulièrement, qui s'appelle Un flic sur le toit, qui est un polar. Il y a quelques films disons, que j'aime beaucoup, mais pour moi c'est assez curieux, c'est-à-dire que pour moi c'était pas tout à fait encore Bo Widerberg avant, et ça n'est plus tellement Bo Widerberg après. Et donc au fond je suis profondément attaché à trois de ces films, ceux que j'ai cités, mais chaque fois que je revois Adalen 31, ça me bouleverse absolument, parce que pour moi c'est une sorte de film-monde, quoi. C'est un film où est présent l'amour, où est présent le deuil, où est présent la société, où est présente la société, où est présente une humanité qu'au fond le cinéma ne saisit qu'exceptionnellement. Quelques très grands artistes, John Ford, Maurice Pialat. Et d'une certaine façon, en regardant le film, je me demandais mais pourquoi j'aime tellement ce film, et au fond, je me suis dit peut-être j'ai l'impression de l'aimer pour les mêmes raisons pour lesquelles j'ai une admiration sans borne pour John Ford. C'est-à-dire un cinéma qui est habité par une générosité, une humanité et une vérité profonde, où il y a un amour des êtres, où il y a un amour de la complexité des choses, et où il y a à la fois les passions des hommes et la nature immuable qui les entoure. Il y a tout ça dans Adalen. On a l'impression qu'il s'agit uniquement de raconter une grève, mais c'est bien. D'abord, personne n'a aussi bien raconté une grève que Widerberg. Je ne crois pas qu'il n'y a pas d'exemple où il y a une telle vérité dans ce qui se joue à ce moment-là, à la fois de complexe, de contradictoire. Et évidemment, il y a quelque chose que j'adore dans le film, c'est tout le début, où qu'est-ce qui est fait sur qu'est-ce qu'on fait de la liberté, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de la liberté, qu'est-ce qu'on fait du temps que nous donne la grève. C'est-à-dire que la grève, c'est l'arrêt du travail, mais c'est pas juste l'arrêt du travail, c'est le commencement d'autre chose. Et donc, ça, personne n'a montré ça comme aussi bien que Widerberg, c'est-à-dire cette façon dont les gens peuvent être libérés du travail pour faire autre chose de leur temps, quoi. Il y a quelque chose de très, très émouvant là-dedans. Et je trouve absolument... C'est drôle parce que je m'en rappelais pas. Je ne me souvenais pas que le film se terminait sur cette scène absolument bouleversante de réconciliation, de dépassement du deuil, quoi. Tout d'un coup,
encore une fois, on croit qu'il s'agit de la grève, mais non, il s'agit de quelque chose de sentiment universel, de sentiment que chacun peut partager, qui est la question du deuil et de comment on surmonte le deuil et comment on s'en libère, ou on en fait quelque chose, ou en tout cas la vie prend le dessus. Et je dis tout ça en négligeant de dire aussi l'extraordinaire liberté d'écriture de Winterberg. Personne ne filme comme ça. Il y a quelque chose de... Il y a un filmage qui est semi-documentaire et en même temps qui est lyrique, en même temps qui est expérimental. Enfin, je passais mon temps à regarder, mais comment il fait ça, comment il a monté ça, quelle audace à cette époque-là dans la façon de construire son film, de le raconter, et puis, enfin, je sais pas, c'est tellement beau, quoi. C'est aussi cet amour des enfants. Enfin, moi, encore une fois, je vois dans le cinéma que Ford qui a atteint cette richesse, cette profondeur dans la représentation du monde chez Winterberg, il y a aussi ce talent exceptionnel pour la reconstitution de l'époque. Enfin, tous les films d'époque semblent faux à côté de celui-là. Enfin, je veux dire, il y a peut-être Edward Munch de Peter Watkins qui réussit à avoir une vérité comparable dans la reconstitution historique, mais on a vraiment constamment l'impression que tout ça est incroyablement moderne, même si ça se passe en 1931. Quoi. Enfin, donc voilà, je pourrais sans doute continuer longtemps, mais encore une fois, j'ai l'impression que chaque fois que je vois ce film, il y a d'autres choses qui se révèlent, qui résonnent, et de la même façon, je crois, dans Joe Hill, qui est aussi l'autre film de Winterberg, pour lequel j'ai une grande passion. Ouais. Joe Hill, donc vous verrez au moment de la rétrospective, et dont on voit, dans mon souvenir, un extrait dans votre film Après-mai. Oui, parce que au cinéma et il voit Joe Hill. Oui, il voit Joe Hill. Parce que c'est un film qui est fait vraiment sur des souvenirs d'adolescence, et il y avait celui d'avoir vu Joe Hill et d'avoir été extrêmement impressionné par ce film qui à l'époque n'avait pas tellement été vu, qui était passé un peu inaperçu en réalité, mais c'était vraiment resté avec moi. Et je dois dire que j'ai vu Adalène 31, j'aime peut-être Elvira Madigan, j'en suis pas entièrement sûr, en tout cas Joe Hill, à l'époque où ils sont sortis, où j'étais adolescent, et vraiment ce sont des films qui sont restés avec moi, dont le souvenir est resté avec moi, et encore une fois, pendant des décennies entières, ils ont été inaccessibles. Pourquoi un cinéaste de l'importance de Winterberg disparaît de la carte tout d'un coup, on ne sait plus qui c'est, alors que, encore une fois, ces films étaient vus, et il y avait même un certain succès, ils ont été primés à Cannes, enfin, c'est encore pourquoi tout d'un coup, il devient invisible, je sais pas. Et ça a été le cas pour Winterberg, et c'est vrai qu'un jour, je suis tombé sur un DVD publié par Malavida. Je me dis, tiens, à quoi ça ressemble Winterberg? J'ai vu ça ado, j'adorais ça, plus personne ne semble s'y intéresser. Et qu'est-ce que ça vaut, quoi? Enfin, c'est des fois presque une sorte de curiosité. Et je dois dire que la redécouverte de Adalène 31, d'Elvira Madigan, Joe Hill, c'est plus tard, parce qu'il y avait des problèmes juridiques très compliqués. Donc il est revenu plus tard. Il est revenu plus tard. Mais enfin Elvira Madigan et Adalène 31, ça m'a profondément marqué. Ça a marqué mon travail, ça a marqué mon inspiration. Comme tous les grands films, je veux dire, on n'en sort pas indemne. Ce qui est vrai, c'est que c'est difficile d'expliquer la disparition, en quelque sorte, relative du cinéaste, parce que quand on regarde, par exemple, la revue de presse d'époque d'un film comme Adalène 31,
tout le monde remarque les qualités du film, Ah oui. tout le monde s'étonne, et certains journalistes qui adorent jouer à ça lui donnent la palme plutôt que le prix du spécial du jury, en disant que c'est le plus beau film qu'ils ont vu au Festival de Cannes. Et c'est vrai qu'il y a un engouement pour Widerberg, c'est quelqu'un qui est remarqué, non pas parce que les films forcément sortent en salle, mais effectivement Elvira Madigan, Le Quartier du Corbeau sont vus à Cannes. C'est des succès en salle. Et après les films sortent en salle, mais on sent qu'il est repéré. Et puis effectivement après il y a ce trou d'air ou cette absence. Mais je voulais revenir parce que moi aussi c'est c'est-à-dire que dans ce film il est impossible de ne pas tout aimer, mais ce que j'aime particulièrement c'est effectivement la manière dont le film commence par le milieu, la manière dont le film commence alors que ça a déjà commencé, la grève, et que on comprend que d'une certaine manière ils sont, alors c'est dit ensuite dans la Xème semaine de grève. Mais surtout, ce que je trouve absolument admirable, c'est qu'effectivement, on n'a jamais eu l'idée de montrer ce que c'est que ce que vous appelez le temps libre, c'est-à-dire le temps rendu, le temps retrouvé. On a l'impression c'est une partie de campagne. Et l'impression que le film me donne dans cette première partie, c'est que bien sûr, ils sont vacants, comme en vacances parce que c'est la grève, mais en même temps, c'est le communisme réalisé. C'est tout d'un coup ce pourquoi, d'une certaine manière, il lutte, qui est accompli sous nos yeux. On voit comme une préfiguration ce que serait le communisme, c'est-à-dire la fin de la lutte, le paradis pour tous, le monde donné à vivre et à voir. Et ce que je trouve admirable, c'est que sans aucun discours, le simple renversement de perspective ou de point de vue donne à voir. Je crois que c'est dans les mémoires d'Althusser, il raconte que lorsqu'il était à la fin de la guerre prisonnier dans un camp, c'était la toute fin de la guerre et il n'y avait plus de garde. Tout le monde était parti, il dit alors on était livrés à nous-mêmes et on jouait au football, c'était tous les jours dimanche, et il dit bref, le communisme. Et là, l'impression que donne le film, c'est bref, le communisme. Alors, oui, enfin, on sent en même temps monter la tension. Ou la révolution, enfin, c'est un film qui est un pur produit de ce qu'on a appelé les années révolutionnaires. Donc il existe dans un contexte où il y a une sorte de foi dans l'idée que le monde va changer, que la nouvelle génération va transformer le monde. Mais c'est vrai que personne n'a représenté cette utopie avec la même grâce et la même profondeur et la même urgence que Widerberg. Ça, mais il est vraiment le produit de son époque, mais en même temps, il ne ressemble pas à son époque. Il ne ressemble en rien au cinéma politique de l'époque. Et il est assez merveilleux parce que, d'une certaine façon, il dit tout ce que dit le cinéma politique. Simplement, il le dit en termes poétiques. Tout devient, il y a un rapport à la beauté, il y a un rapport à l'amour, il y a un rapport à la vie vraiment vécue, qui est quelque chose que ne sait pas transmettre le cinéma politique de cette époque-là, qui est plus dur, qui est radical, mais au fond, avec le recul, on se rend compte que celui qui avait saisi l'époque, pour moi, dans ce qu'elle avait de plus profond, de plus intime et de plus beau, c'est Widerberg. C'est vrai qu'on a le sentiment dans le film que tout est grâce, tout est épiphanie dans le film, même si, après coup, on ne le comprend pas tout de suite, évidemment, la tension monte, mais elle ne monte pas comme dans un film habituel. Par exemple, un seul exemple qui me vient, c'est quand les enfants jouent à l'aviation, et qu'ils ont cette idée absurde et complètement enfantine de faire décoller ce bout de bois, et que l'enfant se casse la jambe, et ensuite les enfants le portent, comme plus tard on portera les victimes de la répression. Mais à ce moment-là, évidemment, ce porter-là n'a pas cette signification, et en même temps c'est un signe avant-coureur. Mais tout ça est embarqué dans la manière de faire, qui fait que jamais ça ne signifie, et jamais ça n'est là comme un signal ou comme une alerte, et en même temps, si quand même. Et ça, c'est absolument... Enfin, il y a une sûreté de ton, de situation, de rythme, qui fait, comme vous dites, que le film ne ressemble à aucun autre. Eisenstein n'aurait pas raconté comme ça, David Lean n'aurait pas raconté comme ça.
Et pourtant, il y a quelque chose, il y a un lyrisme, oui. il y a une ampleur, une profondeur au film qui sont assez rares, enfin, et qui sont comparables, effectivement. Moi d'une certaine façon, pour moi, le seul film avec lequel je pourrais le comparer, c'est Heaven's Gate. Parce que dans Heaven's Donc Gate, le film de Cimino. de Cimino, oui, qui est Les Portes du Paradis, qui est un film qui a été fait avec des moyens autrement importants. 10 ans plus tard. Oui, Ouais, c'est 10. Bah, je crois, c'est fin des années 70. Oui, 80. Oui. Mais oui, il y a de la même manière une représentation de la société qui en même temps est lyrique. Enfin, il y a le même lyrisme la même inspiration. Enfin, c'est des cinéastes inspirés, capables de créer des situations qui peuvent nous submerger d'émotions, ou nous étonner, ou nous surprendre. Enfin, l'idée que cette femme va vivre son... Enfin, qu'est-ce qui peut exprimer le deuil de cette femme qui a perdu son mari, si ce n'est qu'elle se lève le matin et elle va rejoindre... Enfin, elle a besoin de contact, de contact des siens, parce qu'elle ne supporte pas, évidemment, de rester seule dans le lit. Ça, c'est quand même... Enfin, tout le temps, le film a des... Comme ça, je dirais pas des idées, mais propose des choses qui sont bouleversantes. Et il y a au fond, tout le monde est sauvé, d'une manière ou d'une autre. Pas les victimes, bien sûr, mais même le militaire qui s'en va en titubant, etc., au fond, à sa part d'humanité, enfin, on comprend qui c'est, on comprend... même le père comment est-ce qu'elle s'appelle, la jeune fille, etc., qui annonce... le directeur de l'usine. Le directeur de l'usine, qui annonce, qui est ému, gêné, mal à l'aise. On sent aussi chez lui une forme il comprend ce qui se joue là pour ce garçon, et il a besoin de lui dire qu'il ne savait pas, que c'est pas lui, c'est lui aussi, évidemment. Mais d'une certaine façon, Fiederberg lui tend la main. Il tend la main à tout le monde, tout le temps, et pourtant, ce qu'il raconte est d'une radicalité, d'une clarté politique absolument limpide, etc. Mais néanmoins, le drame n'est pas suscité par l'humain, le drame est suscité par la machine sociale qui place chacun dans un rôle, qui place chacun dans une situation où il pourrait ne pas être. D'une certaine façon, les êtres peuvent être sauvés, la victoire et la révolution peut avoir lieu, mais encore une fois, elle a lieu contre ce qui est inhumain, ce qui est injuste, ce qui, encore une fois, va à l'encontre des valeurs, je veux dire, humanistes de et je trouve qu'on voit aussi très très bien ça, c'est-à-dire comment chacun est à la place où il est mis, où il existe, et pour être dans une sorte d'engrenage ou de machine sociale. C'est que par exemple, quand la troupe arrive, enfin les militaires arrivent, on voit que ces soldats sont des enfants eux aussi. C'est-à-dire qu'ils pourraient être ils sont comment dire, ils appartiennent à la même classe sociale que ceux sur qui ils vont tirer. Je crois que c'est Pasolini en 68 qui faisait le mérite comme tout le monde, disait que en fait les révolutionnaires étaient des bourgeois et que les vrais prolétaires c'était les forces de l'ordre, parce que les flics c'était des jeunes qui s'étaient engagés là pour des raisons. Les prolétaires étaient en uniforme, et que c'était à front renversé en quelque sorte. Mais là, je trouve qu'on sent bien à quel point ils appartiennent au même monde, et que d'une certaine manière, ceux qui tirent sur la foule ou sur les jeunes sont aussi ceux-là, quoi. Oui. Ne savent pas ce qu'ils font. Ne comprennent pas ce qu'ils font. Enfin, ne comprennent pas sont pas libres d'être eux-mêmes. Et de la même manière que quand les
patrons là se réunissent, etc. Au fond, on ne nous sert pas des caricatures, on nous sert des gens, on nous montre des gens qui se posent des questions, celui qui se dit mais au fond finalement les quatre florins ou Dieu sait quoi, etc. C'est pas beaucoup d'argent pour leur donner, c'est peut-être eux qui ont raison. Tout est constamment questionné, quoi. Le seul personnage, et encore, tout ce qu'on comprend, c'est le seul personnage, comment dire, dont on a le sentiment qu'il est impitoyable, mais pour des raisons de classe, c'est la mère. Oui, bien sûr. C'est la mère qui, elle, a résolu le problème dans l'instant. C'est-à-dire quand la fille lui dit je suis enceinte, 2 minutes après ou 1 minute après, elle lui parle des fleurs sur la table, parce que la mère a déjà pris la décision qu'elle irait faire un avortement à Stockholm. Donc, alors après, elle lui dit tu comprendras plus tard, mais et c'est la même qui accueille chez elle le jeune garçon pour l'initier à Renoir. Oui. Peut-être juste une dernière chose avant de vous passer la parole. Le filmage du film est tout le temps surprenant, tout le temps étonnant, c'est-à-dire qu'il y a aussi une hétérogénéité de manière. C'est vrai qu'il y a aussi le monteur du film. Il montait ses films, donc ils sont montés d'une manière très singulière. Il choque des moments. Parce que à la fois, il raconte ce qu'il a envie de raconter, il est porté par son récit, et en même temps, il peut pas renoncer à des moments de vie, des petits croquis, l'enfant avec des bulles, même il y a des moments avec les chevaux quand ils essayent etc. Ou même les scènes, la scène avec avec les miroirs là, pour éblouir les soldats, etc. Il y a au milieu de tout ça, il y a les plans, et puis il y a des bouts de plans qu'il a gardés parce qu'ils lui semblaient véridiques et qui arrivent pendant 1 seconde, 2 secondes, etc. Et que ça a une espèce d'audace, de modernité. Enfin, je veux dire, peu de gens osent monter comme ça, encore maintenant. Peut-être Terrence Malick, dans certains films, il y a des choses un peu comme ça. Mais peut-être que c'est dans ce montage-là qu'on pourrait dire qu'il a retenu quelque chose de la leçon impressionniste. Disons que là, oui, alors, en fait, il y a une autre raison pour laquelle j'ai une très grande admiration pour ce film, enfin, en tout cas, que je considère comme un film historiquement important. C'est au fond cette question de savoir si le cinéma est relié, et si oui, comment, à l'art moderne. Et par exemple, Godard, quelqu'un qui a toujours considéré, dans une œuvre évidemment admirable, écrasante, etc., que le cinéma faisait partie de l'art moderne, et donc des avant-gardes. Il y avait une modernité du cinéma qui avait à voir avec les avant-gardes et non pas avec d'autres formes culturelles. Moi, j'ai toujours eu l'impression que oui, Godard avait sans doute raison, que le cinéma muet, les grands cinéastes des débuts du cinéma étaient plutôt marqués par le symbolisme que par les avant-gardes. Je pense à Hitchcock, je pense à Fritz Lang, je pense à des artistes, etc. Mais au fond, il y a au cœur du cinéma contemporain une question essentielle qui est celle de la nouvelle vague, qui est le moment de transformation fondamentale du cinéma. Le cinéma devient littéralement autre chose, et j'ai même envie de dire qu'il devient lui-même, au moment où et au fond, la nouvelle vague, est-ce que c'est pas la même chose que l'impressionnisme, quoi? Est-ce que le côté on va mettre son chevalet, on va le mettre dehors et on va peindre ce qu'on voit, est-ce que c'est pas exactement la même chose que ce qu'on fait en groupe, collectivement, les cinéastes de la nouvelle vague qui ont réinventé une forme de liberté, d'humanité, de modernité du cinéma, qui est, à mon sens, fondamentalement liée
à l'histoire de l'impressionnisme. Et d'une certaine façon, c'est ça que j'aime chez Widerberg. C'est Widerberg, il est deux à la fois. C'est-à-dire qu'à la fois il est kaléidoscopique, comme pourrait l'être comme l'art contemporain d'une certaine façon, et simultanément il y a cet amour des êtres, cet amour de la nature qui est celui de l'impressionnisme. Et d'une certaine façon, relier l'impressionnisme avec j'ai envie de dire la pensée révolutionnaire de son époque, c'est une idée extrêmement audacieuse, extrêmement profonde, et qui résonne dans tout le cinéma, qui est vraiment, ça fait partie, enfin, Gérard d'Allen 31, de ce point de vue-là, ça fait partie des films qui posent des grandes questions au cinéma. Mais effectivement, vous l'avez dit, Bo Widerberg a été déterminé ou choqué par les films de la Nouvelle Vague. Il s'est souvent référé au premier film de Godard, de Truffaut, À bout de souffle, a été pour lui presque le film qui l'a rendu cinéaste, puisqu'après il fait donc un film qui s'appelle, enfin, le titre français c'est Le péché suédois, et où Widerberg a dit à quel point il avait, dans un premier temps, copié la manière de... Mais ça, c'est ses 4 premiers films. Voilà, il apprend, il fait ses gammes. Godard, Truffaut, Cassavetes sont... Cassavetes, voilà, se font partie de sa formation. Avant, effectivement, qu'avec la trilogie dont on parle, il accède à sa propre manière. Mais effectivement, il y a comme une filiation qui paraît naturelle, comme tout paraît naturel dans ce film. Même la nature semble naturellement révolutionnaire, quoi. Ça bourgeonne, ça éclot en permanence. Enfin bon. Mais c'est l'impressionnisme, on pourrait dire les Frères Lumière, la Nouvelle Vague, Bo Widerberg, il est en quelque sorte à la fois l'héritier et le continuateur de cette manière-là, quoi. Et en même temps, c'est ce à quoi je voulais en venir, la scène de la répression de la manifestation, et je ne connais pas d'équivalent dans le cinéma, à la manière dont cette scène est rendue. Oui, c'est-à-dire que, du point de vue, on pourrait dire, du rendu habituel qui est le nôtre dans le cinéma américain, une scène d'action, le montage court, les bruits, les cris, l'affolement. D'une certaine manière, là, c'est autre chose qui se, oui, enfin, là, qui se passe. Quand il chasse les chevaux là, avec sa veste, ou des trucs comme ça. Puis les détonations ont commencé, puis les gens continuent d'avancer. Oui, parce qu'ils pensent que c'est pas grave. Enfin, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Enfin, il y a une sorte de sens de la réalité, de la vérité, du réel, de la perception, de la perception des choses qui est unique dans ce film. C'est ça. Que cette perception retardée qu'ont les manifestants du drame qui se joue sous leurs yeux, et en fait c'est ça la réalité. Et c'est pas la réaction immédiate à ce qui se passe. D'abord on ne comprend pas, et ça le film le rend de manière rarissime. Est-ce que bon, nous on est fans, mais est-ce que vous avez la même réception, impression? Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Est-ce que au milieu là-bas? Oui, alors vous avez déjà défloré le sujet, vous avez cité l'impressionnisme, Renoir, vous avez cité la partie de campagne. Il est certain qu'on a dans ce film des couleurs qui ne sont pas forcément celles qu'on attend dans un pays nordique. Et c'est vrai que les couleurs renvoient beaucoup à l'œuvre de Pierre-Auguste Renoir, qui est nommément cité dans le film. De la même et façon, pas qu'un peu. Et pas qu'un peu. Et de la même façon, je trouve que la façon dont est coiffée la jeune fille renvoie à beaucoup d'œuvres de Pierre-Auguste Renoir. Mais au-delà de ça, je pense qu'on pourrait peut-être rajouter des choses, parce que oui, c'est la première fois que je vois ce film-là, et bon, il touche énormément. Il y a une scène qui m'a particulièrement intéressé par la façon dont elle a été filmée, c'est la scène de l'opposition entre les deux travailleurs.
Oui. Le blond et le brun. Et, quelle scène la scène où ils s'engueulent. Oui, la scène où ils s'engueulent. Quand ils s'engueulent, le révolutionnaire et le réformiste, là, celui qui veut négocier et celui qui veut passer à l'action. J'étais présent le jour où vous avez présenté un film avec Mathieu Amalric qui a dit qu'il avait retenu de votre façon de filmer la façon d'utiliser 2 caméras de manière... Là, on est exactement à l'inverse, puisqu'on est planté sur un très très gros plan. Non, ce que disait Mathieu, c'était pas ça, c'est qu'il avait retenu la façon dont justement la caméra circulait de Oui, l'un à l'autre. Circule. Oui. Mais, qui ressemble plutôt à ce qu'on vient de voir. Oui, effectivement, oui, je me suis mal exprimé. Mais effectivement, on a des ruptures, la scène est très longue, on a des ruptures flagrantes entre le moment où on a le va-et-vient, on voit celui qui parle, celui qui répond, etc. Et d'autres, au contraire, on a la caméra fixée sur le visage de l'un qui se contente d'écouter alors que c'est l'autre qui parle. Et la scène est très riche pour cette façon de filmer. C'est-à-dire c'est constamment dans l'invention, quoi. Il n'y a pas de systématique. Oui, ça n'est certainement pas systématique, mais surtout, il y a une manière d'inventer la manière d'inventer. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est vraiment la question de la perception. Et la perception, c'est chacun a une perception singulière, et que le cinéma sert à essayer de saisir la sienne propre pour la restituer et la partager. Et donc évidemment, dans le meilleur cinéma, chaque scène, et de ce point de vue-là, est une réinvention. Et c'est ce que j'essaye de raconter, de dire pour ce qui concerne moi, c'est la raison pour laquelle j'aime pas revoir mes propres films, parce que j'ai l'impression, d'une certaine façon, d'avoir montré ce que je voyais à une époque donnée, et qu'aujourd'hui, mais une personne que j'étais autrefois, une personne que j'étais autrefois exprime la façon dont il perçoit le monde. Et aujourd'hui, je suis une autre personne qui perçoit le monde différemment. Et je crois que ça vaut pour tous les cinéastes, en fait. J'ai une dernière petite question. Il y a plusieurs scènes avec de l'hypnose. Est-ce qu'il faut y voir un sens quelconque dans le déroulement du film? Je ne sais pas. Oui, honnêtement, je me suis posé la question, je n'y ai pas trouvé de réponse. Voilà, la seule chose que je dirais, c'est que c'est dans cette campagne édénique, c'est quand même avec l'aviation, le jazz, c'est quand même un des signes de modernité aussi, parce que l'hypnose, c'est l'époque, c'est en vogue, et ça arrive jusque-là, quoi. Il y a quand même des signes de la modernité dans le film. Et puis, il y a une sensualité, évidemment, qui est... Il y a des gros, c'est filmé en gros plan, c'est troublant, il y a quelque chose de... Oui, c'est drôle aussi. Non, parce que quand il lit le livre pour l'hypnotiser, c'est vraiment l'apprenti sorcier. Bonsoir, merci beaucoup. Moi, je suis grande fan de cet auteur aussi. Et l'un des aspects que j'aime beaucoup dans le film et dans son œuvre globalement, c'est la question de l'éducation, de l'instruction. Comment est-ce qu'en partant d'une classe populaire, on peut acquérir le goût du beau, et notamment la peinture et la musique sont essentielles pour lui. Et j'ai l'impression aussi qu'une des forces de ce récit, c'est que c'est un récit d'éducation sentimentale, politique et culturelle. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre ressenti, en tout cas sur cette dimension? Je peux s'approuver. Je peux sur tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit est parfaitement exact. Mais je crois que c'est aussi un peu l'histoire de Widerberg lui-même. Widerberg vient plutôt d'un milieu populaire. Enfin, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui vivait il n'est pas. Il n'a jamais été un jeune homme bourgeois. C'est quelqu'un qui s'est fait lui-même, qui est devenu journaliste, et qui étape après étape, a découvert au fond son art, a déployé plutôt
j'ai envie de dire presque tardivement, son talent et la profondeur de son talent. Et donc oui, c'est peut-être aussi pour ça que ce film a cette force. Enfin non, c'est en réalité le film qui est le plus proche de lui-même de ce point de vue-là, c'est Quartier du Corbeau. Dans Quartier du Corbeau, c'est très littéral, mais effectivement, c'est encore dans une manière qui est dont la modernité est encore un petit peu guindée, quoi. Et le film, au fond, où il se révèle, où il se libère, c'est plutôt celui-là. C'est plutôt celui-là. Et j'ai envie d'ajouter uniquement celui-là. Parce que quand il fait Joe Hill, c'est encore autre chose. C'est à la fois la même chose, puisque c'est la naissance du mouvement ouvrier aux États-Unis à cette époque-là, les International Workers of the World, etc. Et donc, c'est un film qui raconte plus comment cette idée-là s'est transmise dans la culture américaine de cette époque-là. Et par la suite, il y a peu de films véritablement autobiographiques. Donc, mais je pense qu'effectivement, ce que vous décrivez quand vous évoquez le chemin initiatique du personnage, oui, je pense que c'est quelque chose, c'est presque une des raisons d'être d'Allen 31, où il y a à la fois un cheminement intellectuel, un cheminement sentimental et un cheminement politique qui sont ceux d'un jeune homme. Mais c'est ça qui fait peut-être la singularité aussi du film, c'est que d'ordinaire, quand un cinéaste fait un film sur, disons, l'éveil sentimental ou l'émoi, l'éducation, ce n'est que cet éveil-là. Là, en quelque sorte, on peut dire que c'est tous les éveils en même temps. Oui. Non, mais c'est pour ça que je trouve que quand je dis film monde, parce que c'est un film qui a envie de regarder le monde, de regarder l'humain par toutes ses dimensions, et avec toutes ses complexités, et qui surtout n'a jamais peur d'affronter ces complexités. J'ai deux choses à dire. Premièrement, c'est pour parler globalement là, de ces Parlons Cinéma. J'ai été aux 3 séances, je ne sais pas si vous m'avez remarqué. Oui, absolument. Je trouve passionnant à quel point les films que vous avez choisis parlent de vous, je pense évidemment, mais parlent aussi de votre génération. Vous êtes un post-68 art. Et non, mais vous êtes en 55 si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Absolument. Donc vous aviez 13 ans en 68, vous ne l'avez pas vécu. Et c'est impressionnant à quel point on sent, avec le cinéma de cette époque aussi, donc Guy Debord c'est un peu plus vieux, mais bon... un peu plus tard, ouais. Non, avant, il a commencé sa carrière bien avant, c'est les années 50, Mmh. début de Guy Debord, si je ne me trompe pas. Oui, je croyais par rapport au film qu'on a... Non, Son premier film, c'est 78, 51, mais le film qu'on a vu, c'est 78. Bon, Bresson aussi, c'est plus vieux, mais ces films... on voit vraiment le cinéma de cette époque qui est marqué par les événements politiques de mai 68 notamment. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres choses, mais et c'est assez impressionnant à voir. Et à quel point, j'ai vu après mai aussi, et à quel point ça vous a marqué vous aussi. Disons qu'en tout cas, moi je pense que je ne suis pas le seul à être. Je crois on est marqué par ce qui vous a marqué pendant votre adolescence, quoi. Je pense profondément en termes d'idées, en termes de musique, en termes d'art, en termes de pensée, de philosophie, ou ce que vous voudrez. C'est vraiment l'âge où les choses se figent. Enfin, elles se figent, on ne les comprend pas complètement encore, on ne les maîtrise pas encore complètement, mais d'une certaine façon, elles sont en vous, et c'est l'âge où se déposent les graines de ce que va devenir votre regard sur le monde. Et donc, c'est vrai que j'ai choisi, consciemment ou inconsciemment, 3 films que j'ai vus à un âge où on est extrêmement
perméable disons, à ce qu'on voit et au monde dans lequel on vit. Et donc c'est sûr que c'est qu'effectivement vous avez raison de mettre de bord à part, parce que le film date de plus tard, mais en réalité il évoque plutôt une forme de radicalité qui est celle qui a beaucoup marqué les années 60, et idem pour Widerberg, et j'ai envie de dire idem pour Le Bresson tardif, c'est-à-dire pour celui du diable probablement et de l'argent, qui sont encore une fois, et c'est vrai que c'est parce que j'ai sans doute vécu dans ce monde-là, baigné dans ce monde-là, je me suis constitué dans ce monde-là, que évidemment ces films-là résonnent particulièrement en moi, et effectivement, et en particulier dans ce qu'il peut y avoir aussi évidemment de récits initiatiques. Ça c'est vrai, c'est quelque chose qui pour moi, enfin ces trois films combinés sont une sorte de récit initiatique, c'est sûr. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'était pour parler de la scène avec les soldats qui tirent. Je trouve que c'est assez impressionnant parce que dans les films de grève ou de révolte, moi j'ai deux grands films que je mets au-dessus de tout dans ce cas-là. Peut-être que celui-là va le devenir. C'est Soy Cuba. Oui, c'est très beau. C'est magnifique. Ouais. Et le chef-d'œuvre absolu de Rossellini, Rambi l'ouverte. Et notamment la scène de Anya Magnani qui court derrière. Et je trouve que c'est assez impressionnant. Dans ces films, la révolte la révolte est filmée de manière très comme quasiment toute personne qui veut amener des martyrs, on les filme de manière lyrique, poétique, romantique. En fait, on nous amène le top de l'émotion, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de zoom, beaucoup de mouvements de caméra, beaucoup de travelling, des gros plans aussi très importants, des gros plans. Très à l'épaule, oui. Et donc ça nous rapproche des personnages, ça nous donne l'intensité de ce qu'ils vivent, et donc ça nous permet de nous identifier, même si on n'est pas en train de faire la révolution. Mais ce qui m'a passionné, moi, dans cette scène, c'est que Widerberg, il ne fait pas des mouvements particulièrement extra gros plans de femmes qui pleurent, mais c'est une scène que j'ai trouvée insoutenable, moi, qui m'a touché absolument, parce qu'en fait, on voit les gens qui continuent à avancer, on voit les gens blessés, et au fond, on a les pleurs, je ne sais pas si c'est une mère ou c'est n'importe qui, on a les pleurs d'une femme. Et ces pleurs d'une femme amènent toute la poésie, toute la beauté de cette scène, en fait. Ces pleurs de femme, c'est le mouvement de caméra qui manque, en fait. Et je trouve ça impressionnant. Oui, c'est vrai qu'il y a... Enfin, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire, mais je trouve qu'il y a quelque chose dans la pudeur de Widerberg, dans la façon de dire le monde, qui est absolument magnifique, parce qu'il raconte quelque chose de mélodramatique. Il y a une violence, il y a une brutalité qui est à l'œuvre, que subissent les personnages, et au fond, il en raconte toute l'intensité, rien ne se perd de la vérité de l'émotion, et pourtant c'est infiniment pudique. Il y a toujours, il met toujours à distance, il n'appuie jamais, il donne jamais le sentiment d'appuyer sur les boutons ou de céder à quelque facilité que ce soit. Il y a une véritable la toile qui tisse, elle est infiniment complexe, hein, les différents personnages dont on suit les différents destins, etc. Enfin, c'est très riche de ce point de vue-là. Un exemple de pudeur dans le film, c'est le moment où les personnages portent la jeune fille morte pendant la répression et qu'ils la mettent dans le bateau. On comprend pour la ramener chez elle. Ah oui, non, c'est bouleversant. Oui. C'est bouleversant, c'est imprévu. C'est une scène qui m'a aussi marqué parce que elle est à la fois pas utile, enfin dramatiquement, et en fait elle est essentielle. Et c'est que d'une certaine façon il y a une sorte de diffraction de l'émotion qui décuple l'émotion. Et effectivement, c'est inattendu. C'est ce qui est une des qualités, je trouve, permanentes. On ne sait jamais, non pas à quelle... Enfin, si, on ne sait jamais à quoi s'attendre exactement comme situation. Puisque le film, en fait,
invente en permanence, se déplace aussi en permanence, tout en avançant. J'ai été très impressionné quand j'ai vu le copyright du film, quand je vois 1969. Je croyais que ça avait été fait dans les années 80 en fait. Et il y a une très grande modernité dans cette mise en scène. Et au niveau du récit, je pense que ce film a dû influencer un homme comme Gérard Mordillat dans Les Vivants et les Morts, où il raconte... Pardon ? Non, je dis je l'ai pas vu le livre. Il y a un récit. Au départ, c'est un livre de 800 pages, et ensuite il en a fait un film ou une série télé, une mini-série. Et dans le principe de raconter cette grève, il y a une humanité aussi bien chez ce réalisateur que l'on peut aussi retrouver chez Mordillat. Oui, j'aurais du mal à le répondre parce que je n'ai pas vu le film de Gérard Mordillat. Moi, j'ai la plus grande estime, j'ai vu plusieurs de ses films, mais pas celui-là. Autre question ? Non ? Mais effectivement, juste revenir d'un mot sur aussi la faculté, non seulement les acteurs qu'ils trouvent, je ne sais pas si ce sont des acteurs professionnels ou certains oui, d'autres non. Je crois que Bo Widerberg a dit que parmi les figurants, sans doute parmi les plus âgés, certains avaient vécu ces événements-là, mais aussi la faculté qu'il a à faire des gros plans amoureux, on pourrait presque dire, de ces personnages, mais dont il filme les peaux, les regards, la complicité du couple aussi, enfin tout. Et c'est vrai que c'est dans ce film-là que manque son acteur fétiche, qui est Tommy Vergren, qui est un acteur qui est vraiment un acteur génial et qui est pratiquement dans tous les films. Donc il joue dans Elvira Madigan, dans Joe Hill, c'est lui le Joe Hill, et qui effectivement là n'y est pas, mais qui est son Jean-Pierre Léaud à lui. Et c'est vrai qu'il faut quand même rappeler la proximité du travail de Widerberg avec celui d'un cinéaste inégal mais un peu oublié qui est Jan Troell. Il y a Jan Troell qui était l'opérateur des films de Widerberg, des premiers films en noir et blanc de Widerberg, et qui ensuite a fait en particulier 2 films. Il y en a un qui s'appelait sur l'immigration des Suédoises aux États-Unis. Il y en a un, c'est un diptyque de 2 films qui sont assez longs l'un et l'autre. C'est des émigrants et le Nouveau Monde. Qui sont aussi des films qui ont beaucoup marqué à l'époque et qui aujourd'hui, je les ai revus, sont assez remarquables. Il y a vraiment une œuvre assez extrême qui est très différente de celle de Widerberg, mais qui est très singulière et qui vraiment mérite d'être explorée. Mais il y a eu dans le cinéma suédois des années 60-70, enfin vraiment une effervescence. C'est un pays de quelques millions d'habitants, mais tout d'un coup il y a eu Alors, l'exemple de la Nouvelle Vague, on en a parlé, l'exemple de Bergman, on en a parlé, mais il y a eu visiblement une situation économique du cinéma suédois qui a permis l'éclosion de beaucoup de films, de plusieurs cinéastes. Il en est rendu compte à l'époque dans les cahiers du cinéma, parce que Widerberg, par exemple, se revendique de la Nouvelle Vague, et les cahiers du cinéma dans les années 60 sont très très à l'écoute de ce qu'on appelait les nouveaux cinémas, c'est-à-dire les cinémas justement qui s'inscrivent dans le mouvement de la Nouvelle Vague. Et en Suède, là vraiment, il se passe quelque chose, y compris de la part de Widerberg, entre guillemets, en tuant le père, c'est-à-dire en s'en prenant à Ingmar Bergman, dont il reconnaissait tout autant l'incroyable talent, mais c'était aussi une manière de... Enfin, il disait de Bergman
il faisait un cinéma vertical, puisqu'il ne parlait qu'à Dieu, et qu'il fallait faire un cinéma horizontal, et donc regarder les personnages dans les yeux, et se poser des questions concrètes, réelles, en prise avec la réalité directe, quoi. Bien sûr, et puis disons que Bergman était au fond pas très politique, il n'a jamais été très... C'était la question du politique l'intéresse relativement peu, tandis qu'elle est essentielle chez Widerberg. Et c'est vrai que cette question du politique, on en parle à tort et à travers quand on parle du cinéma, et en général à tort. Là, ça y est pour de vrai, il me semble. Bien. Eh ben, on va s'en tenir là. Je vous rappelle donc rétrospective intégrale des films de Bo Widerberg à partir du 30 octobre à la Cinémathèque. Et puis, ben, Olivier, merci pour ce soir et merci pour les 3 films choisis. Et merci pour votre parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup.